Nous allons passer ce quart d'heure en compagnie de Bruno Puzulu. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. On a souhaité vous voir parce que vous remontez sur scène, enfin j'allais dire, pour votre spectacle L'Hérital, que vous aviez commencé déjà avant la pandémie. Il était interrompu, et puis on vous a dit ça va reprendre, ça a repris un petit peu, et puis ça s'est arrêté tout de suite. Bien, là vous revenez, ce sera le 15. Le 15 pour la réouverture des théâtres, sur la scène nationale du théâtre Molière à 7. Donc à 19h, parce qu'on va jouer un peu plus tôt. Et ça, c'est vraiment un soulagement, quoi, de reprendre les représentations. Après, on fera plusieurs villes en France. On dira un petit peu toutes les villes où vous serez. Alors, L'Hérital, un one-man show, j'allais dire un one-man et demi show, parce que vous n'êtes pas seul sur scène. Il y a quelqu'un qui joue de l'accordéon. Oui, oui. J'ai deux accordéonistes, Grégory Daltin et Aurélien Noël, qui se succèdent. Et alors, L'Hérital, évidemment, ça fait immanquablement penser au roman de François Cavana, dont vous vous êtes inspiré. Oui, c'est une adaptation du roman. J'ai fait l'adaptation théâtrale du roman de Cavana. C'est parti avec un copain, Rocco Femilla, qui est une revue franco-italienne, Radici. Et on s'est dit, et si on partait pour l'adaptation d'Hérital au théâtre? Et puis ça a commencé comme ça, voilà. Et oui, j'allais vous demander comment vous étiez tombé sur le livre. Sur le livre, alors je me rappelle que mes deux frères l'avaient lu quand j'étais petit, et puis je les entendais en parler. Et puis on m'a proposé de faire une lecture d'1 quart d'heure. Et à cette époque, je venais de perdre mon papa, et j'écrivais sur lui. Et quand j'ai lu le roman de Cavana, je me suis dit, bon, non seulement il écrit beaucoup mieux que moi, et puis c'est aussi mon histoire. Et j'ai plongé comme ça dans cette adaptation. Ça me paraissait nécessaire. Alors, vous disiez effectivement que vos deux frères l'avaient lu, ça n'est pas un hasard. Cavana, c'est dans les années 30, il débarque, une mère française, un père italien, un rital. Un rital. Et dans les rues de Nogent-sur-Marne, ils habitent. Voilà, et vous, ça se passe en Normandie, mais c'est un petit peu la même histoire. Maman est française, papa est rital, il est sarde. Oui, c'est ça, il n'est pas maçon, mais il travaille à la ferme au début, puis après il est ouvrier dans une usine à papier, il travaille sur une machine, il se coupe des doigts, enfin un travail dur. Moi, comme Cavana, quand il parle des mains de son père, de sa petite main dans les mains de son père, moi j'ai souvenir, quand je donnais la main à mon père, eh bien, c'était des mains dures aussi, des mains dures, blessées. Épaisses. Épaisses, oui. Et où il y avait du Chatterton d'électricien, des traces de Chatterton dessus. C'était bien quand même. C'était bien quand même, vous le faites bien. Justement, vous parlez de ça, je crois qu'on a l'extrait. Allons-y, regardons. On a commencé à nous appeler l'Hérital quand j'avais 10 ans. Avant, c'était les macaronis. Papa serre ma main dans sa grosse main épaisse, dure, pleine de crevasses et de Chatterton d'électricien. Papa a toujours des tas de petites blessures aux doigts qui l'entourent de Chatterton. Ma que sparadra. Mais comment qu'on va faire pour manger? Rien qu'avec ce que je ramène, on pourra même pas payer le loyer. Et le petit, il lui faut des beefsteaks au petit. Mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre un maçon, le dernier des métiers, que même les chiens en veulent pas? Un jour, le gouvernement s'avisa que c'était peut-être pas très malin de garder tous ces travailleurs Rital dans un pays qui avait déjà pas assez de travail pour ses propres enfants. Jusque-là, le gouvernement avait supporté parce que les chômeurs étaient tous français. Mais voilà que les chantiers débauchaient à leur tour et que les Rital touchaient l'allocation. Alors ça, c'était plus possible. Les journaux des patrons d'un moment expliquaient comme quoi, si la France en était arrivée là, c'était rapport au métèque, qu'il pourrissait tout. Derrière tout ça, il y a la question de l'intégration, il y a la question du racisme, les macaronis, disait-on à l'époque. Ouais. Je me demandais au fond, parce que vous parlez italien un petit peu dans le spectacle, mais dans la vie, vous ne parlez pas italien. Malheureusement. Voilà. Parce qu'il y a eu un souci d'intégration dans la famille qui a poussé vos parents à ne pas parler italien devant vous à la maison. Il fallait que vous soyez 100% français. Et ça a influé aussi sur les prénoms que vous avez eus tous. Bien sûr, ma mère est française, comme la mère de Cavana, mon père italien. Donc, à la maison, papa faisait l'effort
de parler français. Et puis, il avait même francisé son nom. Il s'appelait Giovanni, on l'appelait Jean, tout comme le père de Cavana. Il fallait pas... Luigi, c'était devenu Louis. Luigi, c'était devenu Louis. Oui. Il fallait pas que les enfants aient un accent. Il fallait qu'ils travaillent bien à l'école. Voilà, exact. Et c'est pour ça que je me suis vraiment retrouvé dans ce roman. Oui. C'est vrai que papa, quand il est arrivé en France, moi, l'été, je travaillais dans son usine de papier. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait du racisme envers lui. Quand il est arrivé à l'usine, quand je travaillais, les ouvriers me disaient « ton père, il en a bavé quand il est arrivé au début ». Mais à la maison, il parlait jamais de rien. Pour lui, c'était formidablement intégré. Et puis, il jouait au foot, il avait des copains, tout allait toujours bien. Et c'est après qu'on a découvert. Vous êtes seul sur scène, mais on croise une foule de personnages. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à certains personnages et pas à d'autres? Est-ce que c'est la nécessité du récit ou est-ce que c'est l'émotion que ça vous a procuré lorsque vous êtes passé à la phase d'écriture du spectacle? Vous savez, il y a des personnages plus attachants que les autres. C'est vrai que le personnage central, c'est le personnage du père. Et puis, Cavana avait un peu moins de proximité avec sa mère. Et puis, il y a aussi les copains, toute une foule de copains avec lesquels il va au bordel, le copain avec lequel il fait une fugue. Oui, il y a toute une série de personnages comme ça, avec lesquels il fait les 400 coups dans les rues de Nogent-sur-Marne. C'est une adaptation, ce spectacle, donc on le disait, du roman de François Cavana. Ça vous touche évidemment de près, on voit le parallèle, même si lui, c'est les années 30, vous, c'est plutôt les années, on va dire, 60. Mais il y a des choses qui perdurent. Il y a beaucoup de choses qui perdurent. En fait, j'en oublie ma question. Oui, non, c'est peut-être un peu personnel, mais lorsque vous avez écrit ce spectacle, forcément, vous vous êtes revu enfant. Ah oui. Et la question est personnelle, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'il y a eu des larmes coulées? Oh, souvent. Souvent avec mon frère Mario, qui fait la mise en scène en répétition. De temps en temps, évidemment, non seulement chez moi, mais chez lui aussi. Et puis alors, on dit rien, on disait rien, mais bon, on arrêtait la répétition, on partait un peu chacun de son côté, comme ça, parce qu'on savait où ça touchait. Mais vous savez, il y a des choses comme ça. La mort de Maradona, dernièrement, c'est drôle, ça m'a parlé aussi de Cavana. Maradona, c'était le joueur de foot des pauvres, des quartiers pauvres. Eh bien, on pourrait dire que l'écriture de Cavana, c'est une écriture aussi pour les gens de peu, ceux qui sont sur le bas-côté de la route. Lui, il met en éclairage, comme ça, un maçon. Cavana, c'est aussi une langue âpre, crue, mais aussi tendre. On ne s'attend pas à ça chez Cavana, une langue aussi tendre. Et c'est une langue accessible à tous, à tous. Alors, vous avez parlé de Maradona. Vous savez que tous les soirs, on propose des photos à nos invités pour mieux connaître leur personnalité. Nous avions prévu de vous proposer une photo de Maradona, mais on en a d'autres. On va commencer par la première, allons-y. Vous reconnaissez ce bâtiment? Ah, la Comédie Française. Oui, parce que vous êtes fier d'être passé par la Comédie Française. J'imagine que oui, mais qu'est-ce que ça vous a apporté que vous n'auriez pas trouvé ailleurs? Oh, écoutez, quand la Comédie Française m'a engagé, j'étais en fin de première année au conservatoire. J'ai rencontré une foule de metteurs en scène là-bas, de comédiens de talent. Et jamais je les aurais rencontrés ailleurs. Quand je suis allé jouer au Piccolo Teatro chez Strehler, quand j'ai rencontré des gens comme Jacques Lassalle, enfin, c'est, je veux dire, Jean-Pierre Miquel, enfin, des gens, Jean-Luc Boutet, enfin, la Comédie Française c'est grâce à elle que j'ai commencé. Vous aviez le sentiment d'être dans l'aristocratie du métier? Non, j'avais le sentiment d'être dans un beau théâtre. L'aristocratie, je m'en fous. C'est pas un musée, la Comédie Française, c'est quelque chose de bien vivant avec ces 3 théâtres. C'est souvent les gens parlent comme une institution. C'est un théâtre qui vit. Deuxième photo. Ah, Fifi. Vous avez écrit avec Fifi un livre. Quel genre d'homme c'était?
un homme bon, simple, franc du collier. Vous n'êtes pas de la même génération. Comment vous êtes croisés? Par le théâtre, par les auteurs. On tournait sur le film de Michel Boujna, Père et Fils, au Canada. Et souvent, le soir, je me rappelle, près d'une cheminée, on parlait du théâtre, des auteurs. Parce que vous savez, au bout d'autant d'années de carrière, la personne qui l'avait le plus touché dans le métier, c'était Jean Vilar. Pourtant, il en avait connu. Mais c'était Jean Vilar, le directeur du TNP. Et il m'en parlait beaucoup. Donc, on se retrouvait vraiment autour des auteurs. Troisième photo? Troisième photo. C'est une photo de Jean-Marie Perrier, Jojo, qui était là hier soir, assis là où vous êtes assis. il l'a pris en photo. Oui, il a beaucoup pris Johnny en photo. Et vous avez écrit une chanson pour Johnny. Oui, oui. Là encore, comment vous vous croisez? Pourquoi? Comment on fait? Enfin, c'est trop tard maintenant. Mais... Barcelone, tournage à Barcelone sur Pourquoi pas moi. Et puis une amitié qui prend naissance là-bas. Quand on revient à Paris, je me dis bon. Hein, il va m'oublier, c'est Johnny. Hein, et il m'a rappelé. Et puis là, on s'est beaucoup vus durant de nombreuses années. Et un jour, on dîne au Balzac, son restaurant à l'époque, et on se quitte. Il n'avait pas trop le moral ce soir-là, moi non plus. On se quitte et il me dit j'aimerais bien une chanson qui ressemblerait à notre conversation. Je suis rentré chez moi à pied. Et puis, une fois arrivé chez moi, le restant de la nuit, il devait être 3 heures du matin quand je suis rentré, j'ai écrit une chanson qui ressemblait à notre conversation. Je lui ai filé le lendemain, dans une enveloppe, je me rappelle. Il m'a appelé dans la nuit. Non. Même pas. Vous étiez en confiance. Oui, en confiance. Je ne savais pas si titre de la chanson, c'est Ma vie. Ma vie. Ouais. Et dans la nuit, il m'a appelé, il m'a dit je vais la chanter sur mon prochain album. Alors là, c'était très émouvant. Ouais. Bon, bravo Bruno Puzzulu. Je rappelle donc le titre de votre spectacle, L'Hérital, adaptation du roman de François Cavana. Vous commencez le 15 décembre à 7, et non pas le 7 à 15, le 15 à 7, dans le sud de la France. Et vous serez, alors là, je vais chausser les lunettes, mais je voudrais quand même préciser que vous partez ensuite en tournée et que vous serez à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Vars, à Vincennes, à Jonzac, à Oléron, à Tremblay en France, à Revin-Grasse, à Saint-Lô, à Marseille, à Dijon, à Castres, à Alérac, au Festival de Sarlat, en Dordogne, Aix-en-Provence, et puis ensuite vous irez en Suisse. Suisse, et puis j'espère qu'on reviendra à Paris et à la scène parisienne. Oui. Très bien. Merci mille fois d'être passé nous voir. Un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. L'Hérital.